Donc, petit traité, la littérature professionnelle, notion pertinente pour la recherche en anglais spécialité, une étude exploratoire. Alors, ça va être pas mal de revues de littérature pour essayer de voir la perspective que j'ai adoptée et essayer de trouver des données. Parce que j'avais une idée en tête depuis un petit bout de temps et je galérais à trouver les données. Et j'ai trouvé tout récemment, donc j'aime aussi avoir vos retours et vos idées sur cette question et sur la pertinence du petit projet que je voulais mettre en route. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, comme je ne connaissais pas tous les noms, pour rappeler un petit peu d'où je parle. Donc moi, j'enseigne l'anglais aux spécialistes d'autres disciplines depuis très longtemps. J'enseigne essentiellement l'anglais de l'économie et de la gestion. Et depuis 4 ans, j'enseigne en filière LEA. Donc j'ai un pied, disons, dans les deux mondes. Et ma recherche, elle se développe sur 2 axes. Alors le partie dont je ne vais pas du tout parler aujourd'hui, qui est tout ce qui est structuration de la recherche autour des langues de spécialité au cœur du secteur des langues pour spécialistes d'autres disciplines. Et puis la connaissance des discours, des cultures, des milieux professionnels, avec quelque chose qu'on a beaucoup évoqué, c'est là les approches ethnographiques qui étaient paradoxalement pas tellement mises en œuvre en anglais spécialité jusqu'à une période assez récente, puisqu'il y a eu un tournant dans les années 2010. Alors c'était mis un petit peu en œuvre dans la partie qu'on appelle didactique de l'anglais de spécialité, en français, qui sont pas mal arrivés, je crois qu'elle est en anglais, mais beaucoup moins pour la connaissance des milieux professionnels, et on va y revenir. Donc la question que je me pose toujours, moi je cite tout le temps cet ouvrage d'Yves Lacoste que j'aime bien, qui s'intitule « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». C'est un géographe qui s'interroge sur les rôles des disciplines scientifiques. Et puis il dit finalement, la géographie, c'est né parce qu'on veut faire des cartes militaires. Et bien nous, finalement, pourquoi c'est né la linguistique appliquée? J'aime bien qu'on se pose cette question pour voir où est-ce qu'on va aussi. Cette question, à la fin, quel peut être l'intérêt pour l'ensemble de la communauté et la société largement de nos travaux. Alors, on va dire que la recherche en anglais de spécialité, je propose ça à la réflexion, sert en premier lieu à élaborer notre connaissance des domaines professionnels. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut former correctement nos étudiants et les aider à construire et à consolider leur identité, leur expertise professionnelle, comme on l'a vu depuis ce matin. Donc c'est ça un peu l'angle que j'ai adopté et que j'adopte de façon assez légère. Donc le petit plan en 3 parties, très original. Donc on va revenir sur les notions de compétences professionnelles dans les spécialités, et de ce que j'ai appelé la composante discursive de l'expertise professionnelle. J'ai essayé d'orienter aujourd'hui les références avec pas mal de références en sciences du langage, pour essayer de montrer un peu le fond. On a travaillé avec Alan récemment, il y a eu un article qu'on a commis dans la dernière Nord-Ouest, justement sur les ponts, et on s'interroge finalement sur les notions et les concepts qu'on mobilise souvent pour parler des mêmes manifestations langagières ou des mêmes phénomènes, mais on n'a pas du tout le même cadre théorique et du coup pas les mêmes concepts et notions pour définir des événements langagiers qui vont être très, très proches ou identiques. Alors, donc ça, c'était la première partie. Après, on va s'interroger donc cette notion de littérature professionnelle. Est-ce qu'elle est opérante pour nous? Est-ce qu'elle a un intérêt et dans quel cadre on peut la mobiliser, enfin, en anglais de spécialité? Et puis, ce que je vous disais, c'est-à-dire la question qui me taraudait depuis un petit temps, quelles données je pouvais récolter pour analyser cette composante discursive de l'expertise professionnelle des apprenants des premiers niveaux de qualification, qui est la grande réalité de l'existence de la langue de spécialité, mais qui est très, très peu documentée pour des raisons mais j'y reviens pas ici, de structuration des disciplines. En fait, on a vu en premier lieu dans l'urgence dans les années 70 former des avocats, des ingénieurs, des médecins, et donc c'était des disciplines à haut niveau de qualification, donc il y a une masse discursive énorme de recherche dans ces domaines-là, et très très peu de choses sur les disciplines de bas niveau de qualification, parce que c'est toujours plus facile de demander à un collègue de l'autre côté du couloir ou se faire un cours avec les doctorants dans les juridiques et de voir bien étudier l'article de recherche, etc., que de faire d'autres terrains qui sont peut-être moins accessibles. Ça, c'est un peu la difficulté. Je vais essayer d'expliquer. Donc, ce que je vous propose, je vais aller assez vite sur le cas théorique parce que je voulais vraiment discuter avec vous, c'est l'intérêt de ces pistes que j'avais explorées pour essayer d'aboutir à cette troisième partie. Alors, on va citer Jonathan Boudet, on l'a pas mal cité depuis le début. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la langue au travail, pour être le plus large possible, c'est-à-dire que ça nous permet de penser à nous pour la caractérisation d'évolution du monde du travail,
On a été amenés, généralement, les chercheurs dans ce domaine-là, parce que, je ne sais pas si c'est l'expérience un peu de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a aussi une demande très forte qui a orienté nos recherches, des projets européens, des projets nationaux, de dire finalement, on va essayer d'intégrer par la langue, ce qu'on appelle l'intégration linguistique et du droit adulte. On est pas mal à avoir contribué à des projets qui étaient souvent mixtes, d'ailleurs, recherche et terrain. Et puis, finalement, c'est un peu augmenté de nos recherches. Donc, ces enjeux de compétences professionnelles et de langue, elle a été décrite par Boutet et puis d'autres dans le réseau Langue et Travail. Donc, finalement, elle nous parle de macro-compétences qui se déclinent en micro-compétences. Donc là, je cite l'article sur la part langagière du travail, qui est un des premiers, qui date de 2001. Elle nous parle des 4 registres d'observation quand il y a eu cette étude ethnographique avec le secteur polymérique. Les registres techniques et réglementaires, contractuels, et enfin les compétences qui relèvent de techniques réglementaires, contractuelles et civiles. Alors, on a parlé de transactionnel, évidemment, ça se recoupe aussi dans d'autres présentations, mais on est un peu là-dedans. Ça essaie de définir finement ce qui se passe et qu'est-ce qui relève du langagier, du discursif dans la compétence professionnelle. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, alors ça va de soi dans les disciplines où le discours et la compétence professionnelle sont extrêmement liés. Alors, un extrême serait le droit, qui repose entièrement sur le discours. Aujourd'hui, en anglais médical, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses, qu'il y a de la communication avec le patient, etc. Donc, on voit bien comment ça peut être très, très fortement lié. Et finalement, notre objectif, donc là, je cite Sarangui, qui est justement dans le domaine du médical, c'est d'identifier les enjeux de discours de la pratique professionnelle, de la communauté observée et ces enjeux langagiers en contexte professionnel, une fois de plus, par l'approche ethnographique, c'est-à-dire aller voir sur le terrain ce qui se passe, essayer de relever ce type de données pour en faire l'étude. Et donc, cette part langagière du travail, telle qu'elle a été définie par les chercheurs dans le domaine des langues de spécialité, et cette idée de coordination de l'action qui fait appel au maniement du langage, écrit, oral, et comme on le dit ce matin, numérique, qui est toujours à cheval. Des fois, ce n'est pas très facile de savoir si c'est de l'écrit, de l'oral ou du numérique, parce qu'en fait, s'intéresser à des formes mixtes, et donc on va être à la fois dans la multimodale et multimédia. On va être un peu dans tout, dans les deux, dans toutes ces formes-là. Ce qui a été décrit comme un premier temps, comme la part langagière du travail par Boutet et autres, et puisque Florence Monod-Aliès a défini comme la logique d'exercice des professions pour caractériser les discours réellement produits en contexte et non uniquement les discours prescrits apparaissant dans les genres écrits oraux qu'on construit ex post. Et ça m'intéresse particulièrement, vous allez voir, c'est-à-dire que de plus en plus, je spoil un peu la suite, mais c'est un peu mon idée quand même, on va demander, dans le cadre de l'identification d'expertise professionnelle, à des professionnels de produire un discours réflexif, d'adopter une posture réflexive sur leur propre pratique et d'être capable d'analyser ce qui se passe. Alors, typiquement, je donne toujours cet exemple à mes étudiants quand on travaille ensemble, dans un cours de workplace linguistics, je leur dis, vous regardez Top Chef, ça ne va pas de soi qu'il va y avoir beaucoup de discours. Je veux dire, on va voir des gens qui font des... Mais néanmoins, si vous regardez ce genre d'émission, il y a régulièrement ces moments où on va demander aux candidats de commenter eux-mêmes ce qu'ils ont fait, les erreurs, de produire un discours réflexif analytique sur... Ça, c'est assez nouveau. Alors, c'est pas nouveau dans les disciplines très qualifiées. Par exemple, on va beaucoup travailler sur... Quand il y a des accidents industriels, le discours des ingénieurs, tout ce qui a été produit en termes d'analyse discursive autour de l'explosion de Challenger, par exemple. On s'est aperçu que les grands problèmes, c'était cette différence de culture professionnelle des ingénieurs et des managers de la NASA qui ne s'entendaient pas et n'ont pas compris, ils ne se comprenaient pas. Et donc, les managers, les personnes en charge de décider du lancement ou pas, n'ont pas été capables, mais ce n'est pas exactement le mot, de lire un rapport que les ingénieurs n'avaient pas été capables d'écrire pour qu'il soit compréhensible et notamment d'évaluer le risque. Donc voilà, on s'écarte, on est toujours là-dedans, c'est-à-dire finalement, on produit un discours, mais qui est propre au cœur de la réflexion. Donc, on se met dans la lignée de ce qu'on appelle la linguistique, de ce que Blanchet appelle la linguistique de terrain. Moi, j'aime bien ça, puisque approche ethnographique, je trouve que c'est encore plus large. C'est-à-dire partir, ça montre bien qu'on part des données.
par des données, on revient aux données dans comme on l'a dit, une perspective itérative. Et donc, je l'ai dit au début, je reviens très vite, je donnerai les références bien sûr. Ces approches ethnographiques en langue de spécialité, elles datent du tournant des années 2010. Il y a un ensemble de travaux qui ont été produits, disons en contexte francophone et aussi en contexte international, sur ces l'approche ethnographique pour la description et la caractérisation des domaines spécialisés professionnels, c'est-à-dire la culture et les discours de ces communautés. Et donc, quelle est la notion, mais je ne vais pas y revenir parce qu'on en a déjà pas mal parlé aussi, cette notion d'adexicalité, qui est très utile pour nous, très opérationnelle, parce qu'elle nous permet de faire le pont justement entre ce qui se passe dans le discours et dans le contexte, et donc qui nous permet de dire, oui, il y a bien cette composante discursive, c'est qu'on attend d'un professionnel, quel qu'il soit, qui maîtrise une forme de discours qui est liée à sa pratique et très propre à sa pratique. Donc, littératie professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle forcément d'écrit quand on parle de littératie professionnelle? Alors là, j'aime bien citer aussi, vous avez sans doute déjà entendu le faire en colloque, Matthew Crawford, que j'aime bien parce que je trouve ça très intéressant la perspective qu'il a. Alors, vous savez, il était philosophe, enseignant à l'université, et puis finalement, il a ouvert cet atelier de réparation de Harley Davidson, et puis il écrit beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la compétence professionnelle en fait d'un mécanicien, et puis il a il critique beaucoup tous ces manuels techniques en disant finalement si on n'est pas vraiment soi-même au cœur du problème arrivé parce qu'on est un professionnel, on n'arrivera pas à le décrire. Et donc ces manuels techniques, ils ne fonctionnent que s'ils sont situés, que si le rédacteur ou la rédactrice, elle est située et elle est elle-même professionnelle, elle est capable d'expliquer comment à l'oreille on reconnaît que dans l'auteur il y a un problème et qu'elle connaissait ça peut être qu'être au cœur. Et donc, ce qu'il dit aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a ce besoin de médiatiser la compétence. C'est-à-dire il va falloir aller vers le client alors le client d'une part, ou la personne pour qui on produit le service, et puis les jeunes qu'on va former pour essayer d'expliquer en fait ce que c'est que cette compétence. Alors plus particulièrement, moi ce qui m'intéresse, ce sont les récits. J'ai beaucoup travaillé sur les récits, les formes de récits. C'est pas pour rien que le colloque du Gérard cette année est sur les récits, parce que moi c'est vraiment le truc qui me passe. Le storytelling, alors ça a beaucoup été étudié en langue de spécialité, d'un point de vue très macro, c'est le récit des entreprises, qu'est-ce qu'on met en récit, qu'est-ce que c'est que cette mise en récit d'une histoire, d'une entreprise, etc. Alors, est-ce que ça constitue des données robustes? Et puis, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça peut être opérationnel pour tous les domaines? Alors, Michel Petit avait écrit un article en 2010, publié dans la revue REA, si je me souviens son nom, mais peut-être pas. C'est ça, où il parle des fonctions des domaines spécialisés. Donc, il dit finalement que les domaines spécialisés, il y a trois types de fonctions. Il y a un ensemble de discours qui est produit dans le cadre de la fonction de formation. C'est-à-dire, quand on est dans ce gatekeeping, c'est-à-dire qu'un novice va entrer dans le domaine professionnel, et ben on va produire un certain nombre de discours qui va viser à s'assurer qu'il peut rentrer. Donc là, je vois bien comment moi, ça peut correspondre à ce qui m'intéresse. La fonction d'opération, c'est à tous les discours produits j'ai envie de dire, dans l'activité, les opérations quotidiennes du domaine spécialisé. Puis la fonction de régulation, c'est une fois de plus quand on prend un manuel de l'État, c'est par exemple quand on discute au sein d'une société professionnelle, d'une association professionnelle, de ce que c'est qu'une certification, de pourquoi est-ce qu'on va se professionnaliser dans telle direction, comment est-ce qu'on prend en compte les enjeux de la transition écologique au sein de la profession, par exemple. Tout ça, ça relève de la fonction de régulation. Et donc, les discours qui sont produits en fait, par une communauté professionnelle donnée, on peut les analyser au prisme de ces trois fonctions qui sont pour le coup très très utiles et puis qu'on a essayé au fil du temps, le papier date de 2010, d'affiner notamment sur la fonction d'opération, finalement, quel type d'opération, est-ce qu'il s'agit de résoudre un problème, est-ce qu'il s'agit d'arriver à un compromis, enfin, dans quel moment est-ce qu'on produit les discours et dans quel contexte. Donc, c'est ça qui m'intéresse et je vais essayer de dire finalement ces discours-là, comment est-ce que je vais pouvoir les étudier et comment je vais pouvoir faire apparaître en relief cette fameuse composante discursive et comment est-ce qu'on l'acquiert. C'est-à-dire, lorsqu'on se forme, comment est-ce que le professionnel qui me forme, il va me la présenter, est-ce que c'est conscient ou inconscient, et comment on va me former. Alors, une fois de plus, les avocats, évidemment, c'est central. Les médecins, aujourd'hui, si vous tapez doctor-patient interaction, et tout dans toutes les facs américaines, et même en France, de plus en plus, on a des modules de communication, ça.
mais pour des métiers, disons, du premier niveau de qualification, peut-être beaucoup moins. C'est pas du tout mis en avant. Donc, on est bien dans le cadre d'une socialisation langagière. Hein. Donc là, je cite Laurent Filietta, qui, comme vous le savez, est très impliqué dans les réseaux didactiques professionnels sur les enjeux de langue et de formation professionnelle, hein, qui nous parle alors de quel est l'intérêt de la linguistique appliquée et de la formation, alors quel pont on peut établir, qui lui dit le champ de la formation professionnelle se caractérise en effet par un mouvement progressif en direction de la réflexivité. Donc en 2009, il constate déjà la même chose, et puis ce qui est intéressant pour moi, c'est que Laurent travaille beaucoup sur les corpus d'apprenant dans le domaine de l'électricité, enfin de grand niveau de qualification, qui se situe au niveau de l'université. J'ai été regarder un petit peu comment est-ce que les collègues en sciences du langage, notamment les collègues du laboratoire ICAR à Lyon, qui sont très impliqués dans ces questions, dans ce réseau de langue et de travail, ont essayé de récolter des données, sur quoi ils travaillent concrètement. C'est un article que j'aime bien, qui est très long et qui est vraiment bien, qui s'appelle « L'atelier légal et la revue technique, pratique et différenciation langagière en lycée professionnel ». Alors, j'aime beaucoup parce qu'il s'intéresse du public du lycée professionnel, je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, premier niveau de qualification, on est bien d'accord. Et puis, il s'intéresse à la littératie. C'est-à-dire, comment est-ce que ces fameuses... On découvre ça quand on lit la revue, ou si on a peut-être... côtoyer des garagistes il y a longtemps, parce que maintenant, je ne suis pas sûre que c'est cette fameuse revue technique, cet outil qui sert à apprendre et à avoir des informations sur un moteur particulier et qui permet de préparer ce moteur. Donc, il nous dit, cette définition de la littératie de Patricia Lambert-Veillard, appréhendée comme construction sociale, la littératie constitue dans cette perspective à la fois un ensemble de pratiques sur un continuum scriptural et un ensemble de représentations et de discours concernant la valeur ou la nécessité sociale de ces pratiques au sein d'un réseau socio-communicatif donné. Et donc, finalement, ce qui les intéresse, eux, c'est ce qui, alors ils citent ça, ces événements de littératie, ça nous prendre, constituer des corpus précis en disant il y a un moment où on va demander à l'apprenant d'avoir une certaine maîtrise de la lecture, mais de la lecture critique des documents, et puis qui correspond derrière à un acte professionnel. C'est ça qui m'intéresse. Cette étape-là, elle est constitutive de l'acte professionnel. On ne peut pas réparer bien le moteur si on n'a pas accompli cette pré-tâche ou cette micro-tâche dans l'acte professionnel. Et du coup, c'est très intéressant, bien entendu. Donc voilà, je suis à 18 minutes. Donc, ce qui m'intéressait, c'est une fois qu'on est là, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'une fois de plus, c'est pas du tout facile d'accéder à ce type de données. Alors moi, je me dis, je vais partir par la compétence. Alors la compétence, moi, j'ai mes référents à moi, donc ce fameux rapport même, qui est un peu vieux, maintenant qui a 10 ans, langue et employabilité, donc on dit finalement, donc c'est fait à la demande des employeurs français, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va former des professionnels qui sont employables au niveau européen. C'est vrai. On a commandé une étude là-dessus et on dit la compétence linguistique apparaît comme un facteur de compétitivité au niveau macroéconomique et comme un élément clé de l'employabilité au niveau des individus. Donc ça plaide pour cette formation linguistique et aux langues étrangères à tous les niveaux. C'est vrai qu'on a un diplôme professionnalisant en France, il faut qu'il y ait les langues dedans. Ça, sinon, ça ne fonctionne pas au niveau européen, etc. Et puis, ils insistent vachement sur la seconde langue du monde, mais je n'ai pas le temps d'en parler, c'est une question qui est centrale. Alors, littérature, je l'ai dit, hyper pauvre. Donc, le gros projet qui a été mené, ça a été le fameux projet Language in the Trades, qui a été mené à l'université de Wellington. Je ne vais pas tenter de donner le vrai nom, qui n'est pas l'université qui a un nom en maori, et que je suis bien incapable de prononcer, qui s'est fini en 2017, qui est un peu ancien. Mais là, les chercheurs s'étaient intéressés effectivement à... Il y avait les mécaniciens auto, il y avait le domaine des charpentiers. Et donc, ils ont été voir, et quelles données ils ont trouvées pour s'intéresser justement à cette composante discursive. Ils ont trouvé ces fameux Bill's Diary, c'est-à-dire ce que font aussi les élèves en France pour passer un diplôme, c'est-à-dire à un moment, on demande de rédiger un récit où on dit, voilà, j'ai réalisé ça, j'ai rencontré telle difficulté, j'ai pu mettre en œuvre telle compétence. Tu parlais des fameux rapports de stage de nos étudiants qui peuvent constituer aussi une source hyper intéressante. Et donc, on est en plein dans la fonction de formation des discours professionnels. Donc, moi, ça m'allait, ça matchait tout. Bon. Première piste, je me suis dit, je vais aller regarder ce que je trouve dans les dossiers de VAE des facs canadiennes. Alors, il se fait qu'à l'époque, j'avais travaillé avec des collègues à Ottawa, tout ça.
Et elle m'avait dit, mais ça existe, ce campus existe. Bon, Adam, je dépasse mon temps, officiellement. Ce campus existe, tout ça, mais c'est hyper dur, en fait, d'avoir accès. Les collègues ne veulent pas forcément aller au lycée. Alors, je m'étais dit, je vais aller voir les lycées professionnels, très peu de choses. Un article que j'aime beaucoup, de Catherine Gendron, qui a été publié dans le numéro des langues modernes de 2017, qui s'intéressait aux langues de spécialité, qui s'intitule L'anglais de spécialité, une motivation forte pour l'élève des lycées professionnels. C'est une collègue qui exerce en lycée professionnel et qui nous montre concrètement comment le fait de mettre en place des cours d'anglais de spécialité, ça a été un facteur de motivation très fort pour les étudiants, et puis c'est très important. Et alors, cette fameuse... C'est là que j'ai eu cette idée lumineuse. Enfin, c'est parce que j'ai rencontré des collègues, hein, c'est pas moi toute seule, évidemment. C'était finalement, aujourd'hui, le programme Erasmus+, enfin aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle les programmes K et K2, c'est-à-dire qu'on essaie de développer des échanges Erasmus au niveau des lycées professionnels. On dit qu'il n'y a pas que les universités qui sont concernées, pas que les lycées généraux et les lycées professionnels. Et donc, je me suis intéressée à cette partie-là du programme Erasmus+, et notamment, j'ai contacté l'ADRARI, la personne qui s'occupe au niveau du rectorat de la région de PACA, et la personne qui s'occupe en fait de centraliser tous les learning agreements, les contrats pédagogiques, qui sont signés par les élèves qui partent. Donc, on parle d'élèves de lycée professionnels dans le domaine de la mécanique essentiellement, et la menuiserie, etc., et qui vont partir en échange Erasmus dans un lycée ou encore mieux en stage dans une entreprise européenne. Et ce qui m'intéresse, je suis en train d'essayer de rassembler le corpus, mais c'est compliqué parce qu'il faut qu'on anonymise les données pour les donner. Et puis, j'ai bien espoir d'avoir plusieurs niveaux de qualification, c'est-à-dire CAP, Bac Pro, BTS. Et de voir un peu comment est-ce qu'on... Alors, on est dans le cadre de l'anglais hein, vous savez tous quand on fait de en anglais. On a des collègues, je ne sais pas, on a de Belgique, de Hollande, d'Espagne, mais puis finalement, maintenant on fait tout en anglais, c'est un peu pas du tout l'idée du départ, mais c'est comme toujours pareil avec les Européens. Et comment alors, parce que du coup, je suis allée creuser, hein, on m'a dit, mais c'est très fort, parce qu'en fait, on est obligé de définir les compétences professionnelles qu'on va valider. Et elle me dit, c'est compliqué de faire valider les compétences professionnelles qui sont liées au discours. Elle me dit, typiquement, en bac pro vente, toute la partie négo et tout, ils ne vont pas trop vouloir la mettre en œuvre, parce qu'ils vont avoir peur qu'il y aura une insécurité, d'avoir un problème de compétences linguistiques et d'insécurité linguistique de l'élève qui parle. Et alors là, moi, je me suis dit, bon, si j'arrive à avoir accès à ce campus-là, ça peut être quelque chose de très intéressant à traiter, une fois de plus, dans cette perspective d'accéder à des données qui ne sont vraiment pas très faciles à récupérer, qui sont liées à ce niveau de qualification, au premier niveau de qualification. Voilà. Je vous prie d'excuser mon temps dépassé. Mais je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup. Je trouve que pour toi, ça dépasse pas trop. Je te jure, je suis entraînée, je suis à tellement. Pourquoi tu as choisi que 20 minutes? Parce qu'on pouvait prendre 30 minutes. On pouvait faire 30 minutes. Oui, mais je me dis, si je fais 30 minutes, je vais faire 35 minutes. Je me suis auto-censurée, me connaissant. Je vais ouvrir à la salle, donc pour les personnes qui ont rejoint la salle en ligne, donc vous pouvez poser des questions, soit en levant la main et ensuite on vous donne la parole, ou dans le chat qu'on voit aussi dans la salle. Je vais ouvrir donc à la salle, mais je me permets de poser une question. En fait, en dehors des questions entre guillemets précises de littératie professionnelle, j'ai une question très basique. Les métiers dits peu qualifiés. J'aime pas peu qualifié. Oui. J'aime bien le premier niveau de qualification. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses en anglais de spécialité? Ah, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Même, oui, rien. En fait, il n'y a rien, mais qui est lié à l'histoire du développement de la discipline. Moi, je veux qu'on regarde mon petit Saint-Nicolas. Qui est lié. Alors, moi, je trouve qu'il y aurait eu une espèce d'excuse pendant un certain temps, disons des 70-80, il y a eu une science, la formée, tout ça. Allez. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été plus étudié que ça. Donc, tu as assez de papier de tout le groupe de Parkinson, tout ça, donc, ce projet, voilà, tu vois, c'est des messieurs, tous ces gens-là qui ont travaillé sur des charpentiers et des corps mécaniques.
Mais il y a très peu. Mais même en français, alors en français un peu plus, mais ça je pense que c'est la culture socio-linguistique à la française, les approches bourdieusiennes, l'analyse du pouvoir et de domination dans la langue, qui fait que toute l'équipe d'ICAR notamment, ils sont vachement intéressés à ça. Laurent aussi, comme tu le sais, il mobilise quand même pas mal les outils, parce qu'en fait, tu es souvent en langue seconde ou en lingua franca. Concrètement, c'est dans ces cadres-là que... Et puis, il y a des enjeux de littératie tout court. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la littératie liée à une langue d'apprentissage, c'est aussi de littératie. Donc, tu as plein de difficultés. Et puis, concrètement, ce n'est pas hyper facile à voir à quoi ça va servir concrètement à Child. C'est-à-dire que, j'ai dit concrètement de connaissance. C'est-à-dire, moi, je ne vais jamais former a priori les mécaniciens. Mais je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour les collègues. Alors, peut-être à parté, il y a une épreuve qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui ne se développe pas tellement, qu'on appelle l'ETLB. C'est-à-dire maintenant, dans tous les diplômes de BTS, tu as 1 heure par semaine de l'enseignement technique en langue vivante, où le prof de LV1 travaille avec le prof de la technique, enfin le principal de matière, et il doit faire une sorte de cours Émile à 2 en fait, qui correspond à la fois au programme de langue et au programme technique. Et donc c'est très intéressant, mais c'est au niveau BTS. Moi je suis désolée, au niveau BTS, j'appelle ça un bas niveau de qualification. Et puis moi j'avais tilté quand il y a eu ce gros développement du programme Erasmus il y a une dizaine d'années. Parce qu'à l'époque, c'était des PRI et donc c'est arrivé tout de suite vraiment, ils voulaient vraiment développer à l'époque vers les lycées professionnels et les publics empêchés. Les publics empêchés pour des raisons de mobilité, essentiellement, pas empêchés, on entend public empêché en prison, mais plutôt empêchés parce que la mobilité n'était pas facile pour ces publics-là. Et c'était difficile. Et aujourd'hui, ce qu'on fait de plus en plus, et ça aussi, je vais aller investiguer, c'est ce qu'on appelle l'expert. Si vous allez sur les sites comme celui de la DRARIC, donc ce projet Hermès, par exemple, qui est celui de la région sud, mais je me suis trompée de nom, les régions, elles changent de nom. Et donc, c'est la région académique PACA, c'est pour ça que j'ai été un peu en erreur. L'idée, c'est de développer la mobilité des élèves. Donc, tu vas faire, au lieu de faire ton stage de CAP ou de bac pro dans l'entreprise de pro de mécanique, tu vas en Allemagne à Porsche, pas mal, et de faire venir des experts. Et alors ça, la collègue avec qui j'en parlais, qui est en charge de ce programme au doctorat d'aventure, disait en fait c'est hyper motivant pour les élèves. Bon déjà c'est beaucoup plus facile qu'ils pensaient parce qu'en fait il se trouve que les collègues dans les lycées professionnels, il y en a pas mal qui sont en reconversion de deuxième vie. Je parle des collègues de la vie. C'est-à-dire ils ont été ingénieurs, puis d'un coup ils deviennent profs. Donc ils ont un réseau qu'ils peuvent mobiliser. Et ils ont un réseau européen. Et ils peuvent dire tiens j'ai tel collègue avec qui je travaillais en Italie ou en Allemagne, ils peuvent peut-être venir une semaine, faire cours en anglais aux élèves, mais dans l'atelier. Enfin. Et puis derrière, dire les meilleurs, si vous voulez, tiens, un stage de 2 mois chez Porsche, et puis là, on voit bien l'aspect, c'est ça qui me plaît aussi, on ne peut pas se cacher, de promotion sociale. C'est que ce type de programme Erasmus avec ce public-là, il a un impact démultiplié par rapport à un programme Erasmus dans une école d'ingé où il va de soi que dans les 3 ans, on va partir à l'étranger, aujourd'hui on sait, c'est attendu, enfin, il n'y a pas de mystère. Alors que là, il y a vraiment, ça a un effet, j'en suis convaincue, tout comme la collègue Stéphanie Gendron l'a noté dans son article sur les lycées professionnels, il y a peut-être une motivation qui est énorme. Mais bon, je remarque l'idée parce que c'est pas vrai, c'est concrètement quand on essaie de dire quelles données j'ai un tout petit truc. J'ai eu le plaisir d'être jury du BTS diététique en anglais. Oui, non mais je sais, non mais on ne sait pas pourquoi, mais j'avais enseigné pas mal, voilà. Esthétique et diététique d'ailleurs, tu vois, un truc vraiment ça me ressemble beaucoup. Et en fait, il faudrait regarder les réunions au rectorat de préparateurs d'examen. C'est ultra intéressant. Les mecs, ils m'avaient dit, clairement, tu leur mets 10. Dès qu'il y a une phrase, tu mets une 10. Et là aussi, tu vois, ça. Alors, c'était il y a fort longtemps dans une autre vie, hein, mais ça aussi, ça pousse les curseurs d'acceptation de notes dans des zones, alors que BTS, comme tu dis, c'est pas non plus un niveau de qualification, premier niveau de qualification, quoi. Donc,
là aussi, je pense que ça pourrait valoir la peine de regarder un peu qui sont ces enseignants. Oui, tout à fait. On pourra parler en off de l'expérience esthétique, diététique. On s'amuse bien ici aujourd'hui. J'ai une question vraiment juste technique. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir quelqu'un qui porte l'anglais de spécialité et Workplace Linguistics dans ce pays. Des corpus à la fin que tu voudrais obtenir, c'est des corpus de quoi exactement? Quelle pratique discursive justement? C'est de l'oral, c'est de l'écrit, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je vais rester. En fait, ces corpus, c'est des descriptions. Comme nous, alors nous, quand on fait des notes, je ne sais pas vous, mais moi, la liste de cours du semestre 2, qu'est-ce qui correspond là où tu vas? Bah, moi, je suis hyper ouverte. Ouais, bouddhisme, c'est bien. Vas-y, fais ça. Mais normalement, tu es censé faire correspondre. Tu vois. Alors là, tu vas en stage, quand on fait des contrats de validation de stage, vous vous souvenez qu'on valide des compétences précises que tu vas mettre en œuvre dans le cadre de ton stage. Donc là, il y a cette espèce de double aspect. C'est-à-dire que tu vas aller dans le lycée qui va connaître ses référents et en stage, dans une entreprise, je ne sais pas, on va parler anglais parce que tu ne parles pas forcément la langue du lycée, tu vas partir en Allemagne, globalement, parce qu'aujourd'hui, mais à Lyon, pas trop. Et du coup, l'élève va devoir interagir avec lui. Mais toi, il va falloir que tu définisses précisément, en tant que prof, les compétences que l'élève va faire, mais là-dedans, il va avoir des compétences discursives. L'élève, il ne va pas arriver, il ne va pas parler, faire que de la mécanique. Il va falloir qu'on fait, qu'il explique, et puis il va aller voir un peu, il va produire un discours réflexif sur ce qu'il a fait en anglais, ou expliciter pourquoi il a fait ça, il va falloir qu'il comprenne l'erreur qu'il a commise, et ça parle. Et qu'il lise de la documentation, par exemple, puisqu'on est en littératie, on a parlé de en anglais, j'imagine, normalement. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Parce que la collègue m'a dit, ah oui, c'est très intéressant que tu travailles là-dessus, parce qu'on voit passer un peu tout n'importe quoi, c'est pas facile de décrire les compétences professionnelles, et puis de ce qu'on veut leur faire travailler dans le cadre de ces stages. Et qu'est-ce qui est attendu de l'autre côté? Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Donc, tu voudrais avoir accès au Learning Agreement, la liste des compétences, et puis ensuite, à des exemples de ces compétences, ce qui est caché derrière. Donc, si c'est un rapport, si c'est une analyse en anglais, si c'est des consignes. Voilà ce qui relève de la littérature. Mais pas dans un contexte franco-français, comme on fait, parce que c'est l'anglais. Dans leur super article que j'ai vu dans le protocole aussi, sur les gars, l'atelier légal technique, mais avec cet aspect qui me passe moi, qui est de l'anglais de spécialité. Finalement, c'est quelque chose qui a été aussi pas mal. Alors, je vous invite à lire le prochain numéro des langues modernes que j'ai coordonné, qui sort dans les jours qui viennent, où on s'est intéressé à l'enseignement des langues dans les formations professionnalisantes. Et notamment, il y a un article très intéressant sur l'alternance codique en arabe dans l'équivalent dans les lycées au Maroc et l'alternance codique arabe-français en électricité. Bon, alors après, effectivement, je pense que derrière tout ça, moi, ce qui m'a pris très longtemps, c'est l'intégration par la langue. Et puis, il y a la mobilité géographique par la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant de former aussi des lycées professionnels à ces enjeux-là, parce que c'est des citoyens européens comme les autres, et puis ça ouvre, enfin, on sait très bien qu'il y a des problèmes aussi de cette histoire de mobilité, c'est-à-dire on parlait des start-upers, là on est dans une espèce d'extrême sur le prix de personnes qui ne vont pas forcément, d'élèves qui ne vont pas forcément se projeter tout de suite dans une mobilité. Peut-être qu'ils ne vont pas aller dire, bah, une BTS, pourquoi je n'irai pas le faire en Allemagne et là, ça ouvre des possibles. Je pense que c'est un vrai enjeu et peut-être des retombées qui peuvent être utiles en termes de communauté, enfin, de faire société ensemble et d'offrir à tout le monde les mêmes. Comment dire, les mêmes possibilités de promotion aussi par la langue, par la maîtrise de ces composants discussions. Mais moi, toujours en anglais, puisque c'est mon truc. Je ne sais pas si j'étais très claire. Tout à fait. On va donc te remercier encore une fois. Merci beaucoup.